Bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission du J-Presse qui reçoit ce matin Marc Gardidiana, journaliste chez LFT. Mike, bonjour. Bonjour Robin, bonjour aux co-débatteurs, aux téléspectateurs. Également Serge Nseka, journaliste, c'est Journal de la Ville. Serge, bonjour. Bonjour Robin, bonjour aux amis sur ce plateau, à toute l'équipe et à ceux qui vont suivre cette émission des partis. Et Jean-Romance Mokolo, journaliste indépendant, bonjour. Bonjour Obed, bonjour à tous les co-débatteurs et surtout bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Digital Congo. Et votre émission décrypte 3 thèmes ce matin. La violation du cessez-le-feu au Nord Kivu. Le Rwanda n'applique-t-il pas la stratégie de négocier tout à ses bâtons? Vous le savez, à l'est de la République démocratique du Congo, les armes continuent à exécuter l'hymne de la mort. Un cessez-le-feu avait été décrété mais violé à grande échelle par le Rwanda et ses supplétifs du M23. On va parler également du dossier farine de maïs contaminé à la aflatoxine en provenance de la Zambie. Le gouvernement congolais renforce le contrôle dans les espaces Grand Katanga et Grand Kassai. Et si nous aurons le temps, nous allons parler de nous-mêmes avec l'élection attendue au niveau de l'UNPC. Et pendant ce temps, certains journalistes tirent dans des réseaux sociaux sur certains candidats. Alors, je commence par vous, Magardi Diana. Je rappelle que vous êtes journaliste chez LFT, à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement au Nord Kivu. Et ce seul fait a été décrété par rapport, donc, dans le cadre de la feuille de route de Rwanda, après le tête-à-tête entre le chef de la diplomatie congolaise et puis de la diplomatie rwandaise. Mais sur le terrain, et malgré même l'implication des États-Unis d'Amérique, le Rwanda, de Paul Kagame, via l'M23, viole à grande échelle c'est ce fait. Faut-il faire confiance à la bonne foi du Rwanda dans le respect du cessez-le-feu? La réponse directe à cette question est non, de par le fait, mais aussi de par le principe dans le rapport entre États, il n'y a pas question de bonne foi. Et surtout pas pour un État qui, depuis plus de 2 décennies, s'est érigé en pyromane principal pour détruire la vie des paisibles citoyens congolais. Seulement, la difficulté aujourd'hui, c'est, il faut le dire, au-delà du fait que depuis un certain moment, on est dans une dynamique où même la trêve demandée par les Nations Unies était dans l'optique de pouvoir permettre au Rwanda d'organiser ses élections avant de reprendre la donne sécuritaire dans son conflit avec la RDC. Aujourd'hui, on est presque en difficulté dans les négociations parce que nous, on a accepté les préalables, notamment d'assumer une responsabilité dans la démobilisation de ZADF ou encore de FDLR. Mais dans l'entretemps, sur la question du M23, il y a encore ce flou qui continue à se dessiner. Le Rwanda ne veut pas reconnaître sa responsabilité. Les mêmes Nations Unies qui, dans les différents rapports, citent le Rwanda, prennent de temps en temps position pour le Rwanda. On ne comprend plus rien. Mais je crois qu'à ce niveau ici, il faudra qu'on soit cohérent. Je ne veux pas me répéter, mais je crois que ce que je dis depuis un certain moment, aujourd'hui, on est dans une phase où soit on négocie, soit on prend l'option militaire. Parce que cette farce qui continue à durer... Négocier avec qui? Avec ceux avec qui on négocie depuis... On est en enrubé avec qui? Avec le Rwanda. Oui, parce que le président était clair, pas des négociations avec le groupe armé. Oui, on ne négocie pas avec le groupe armé, mais on négocie avec le Rwanda qui est l'instigateur principal, entre guillemets, de ces mouvements rebelles. Mais le président, excusez, n'avait pas parlé de négocier avec le Rwanda, plutôt parlé à Paul Kagame. Et vous l'avez suivi avec des termes très clairs, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Non, mais le problème n'est pas de dire, mais ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est qu'on est en pleine discussion, en pleine négociation avec le Rwanda, via la médiation de l'Angola. Ça, c'est une certitude, c'est un fait. Qu'on veuille y refuser, c'est vrai, autrefois, on négociait avec le M23, le mouvement rebelle directement, ce qui était un peu plus compliqué, mais cette fois-ci, on est en discussion avec le Rwanda. Vous discutez avec quelqu'un pour une responsabilité qu'il ne veut pas reconnaître. C'est là encore la plus grande difficulté. C'est-à-dire qu'on discute avec le Rwanda sur base de quoi? Parce que le Rwanda dit que c'est un mouvement congolo-congolais. Ce sont des Congolais frustrés par politique, blanchis par les Nanga et mais sur le terrain, c'est le Rwanda qui négocie. Nanga compagnie, mais sur le terrain, c'est le Rwanda qui négocie. Mais on ne veut pas reconnaître sa responsabilité. Ma foi, à ces niveaux-là, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait de l'orientation diplomatique? La donne sous-régionale, il faut le dire jusqu'à aujourd'hui, est gérée de manière, je ne vais pas dire chaotique, mais de manière très différente et très maladroite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même en termes de négociation, on est dans une difficulté.
Pendant ces temps, qu'est-ce qu'on veut? Non, comment on a difficulté? L'émission a également un caractère pédagogique, allez-y. Mais comment on est en difficulté? Vous avez parlé tout à l'heure en luminaire de votre question, des cessez-le-feu que les gens, on décrète cessez-le-feu, nos protagonistes ne respectent pas. C'est ça être en difficulté, pendant que nous sommes autour d'une table. Comment voulez-vous qu'on discute aisément si les mesures prises de manière conservatoire pour pouvoir nous permettre d'avancer dans les discussions? En réalité, c'est de moyens de contrainte. Aujourd'hui, le monde entier veut à ce que la RDC arrive, comme dans le passé, traditionnellement, via les discussions, et qu'on passe à cette paix factice qu'on a depuis toujours. Nous, on s'est décidé, on dit, OK, on ne va pas prendre la tangente qu'on a l'habitude de prendre depuis un moment, mais la question, c'est qu'on fait des demi-mesures depuis toujours. On lève l'option militaire, on s'arrête un tout petit peu. Aujourd'hui, on va autour là-bas, nous, on accepte. On propose même un plan de démobilisation, DLR, qu'on doit soumettre et que le Rwanda également doit apprécier pour que finalement nous fassions les choses ensemble. Mais nous qui avons l'habitude de vivre des atrocités au quotidien, le FDLR dont on parle, c'est des gens qui n'ont jamais jeté ne serait-ce que, comment on appelle ça encore, une pierre au Rwanda. C'est à ce niveau-là qu'on a fait preuve de beaucoup de naïveté. La question principale autour des Nairobi, c'est comment arrêter les atrocités de M23. Il peut y avoir le corollaire. Le Rwanda s'est toujours servi de ces mouvements comme étant... Et le Rwanda peut encore demander qu'ils viennent participer à des opérations conjointes, comme dans l'ancien temps, pour traquer les FDLR. Oui, mais c'est ce qui a été convenu. Déjà que nous, on devrait proposer un plan de démobilisation, donc on va soumettre à l'analyse et approbation de la médiation, mais aussi du Rwanda. Mais il a géré les Nord Kivu, la partie est plus de 15-20 ans. Qui ça? Le Rwanda. Via les CNDP, via le RCD, ainsi de suite. Oui, mais vous n'avez pas fini avec vous revenez dans ce que je dis. Pourquoi ils ont recyclé au jour le jour? Oui, mais pourquoi ils ont géré ces différents mouvements? C'est la même recette. Ce que je vous dis, c'est l'idée de pouvoir maintenir les statu quo, nous ramener. Et quand tu parles de CNDP et autres, c'est quoi? Ce sont les résultantes des différentes négociations. On a discuté, est-ce que les gens le savent que depuis les accords comment on dit, comment on appelle encore, le tout récent accord signé depuis 2013 avec le M23 est resté une branche politique, mais la partie militaire était restée compacte. Ils ont refusé le processus de désarmement et de mobilisation. Ils sont restés dans leur cantonnement, différents coins, pour servir en cas de besoin, et c'est ce qui est arrivé. La question, à ces niveaux-là, c'est, quand vous me parlez de ça, faudrait-il... En fait, ici, on doit arrêter de croire aux gens. Merci. Même dans le processus de négociation, on a pris des très mauvais pas. Ici, il faut revoir le chose différent. Il faut revoir le prisme congolais sur la question de la guerre, particulièrement sur la dimension, comment dirais-je, sous-régionale. Aujourd'hui, on croit la fameuse enquête et encore le procès qui sera ouvert ici avec l'aide de l'EAC. Ma foi, vous demandez à l'EAC de mener des enquêtes et établir des responsabilités sur de Rwandais qui sont impliqués dans les questions de la guerre de l'Est. C'est pour quelle finalité? On attend quoi de ce genre-là? Et c'est ça, à mon humble avis, que au niveau sous-régional, cette manière de gérer les choses ne nous convient pas. On va dans des discussions nuitamment. Quand ça se sait, on trouve des têtes à couper, comme Bahala, on coupe, pendant que tout le monde a vu lors de l'émission signée par le ministre de la Défense, qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais été inquiété. On ne lui a même pas posé la question, je m'imagine. Donc en fait, on joue à quoi? C'est ça la grande question. À quoi jouons-nous? Et j'ai comme l'impression qu'on commence à aller petit à petit. Au regard des enjeux politiques qui arrivent, si on n'arrive pas à le finir, c'est lui qui arrivera pour pouvoir s'imposer, parce que ces politiques-là ont toujours besoin de la main de nos partenaires traditionnels, les Américains et les autres. On risque de nous réimposer le même terme de négociation comme avant. On aurait fait quoi pendant tous ces temps? On aurait résisté inutilement. Choisissons simplement. Je sais que c'est une guerre très compliquée. Militairement, aujourd'hui, sévissent dans des zones urbaines où il y a la population, c'est compliqué de pouvoir aller mener des opérations de manière efficace comme ça, mais avec un peu d'intelligence, décidons-nous militairement. Si on ne sait pas le faire sur notre sol, puisqu'on connaît, tout le monde le sait depuis 10 ans, mais que c'est le Rwanda qui nous attaque, il faut avoir une armée très forte, bien équipée, bien motivée. Par principe de réciprocité, si on sait que tout le monde s'est établi aujourd'hui que c'est le Rwanda, pourquoi ne pas remettre la question autour d'une table tout en engageant un rapport de force? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, en tant qu'État, d'espionner, de déstabiliser? Qu'est-ce que nous... Parce qu'avec le nombre de morts que nous, on a connus, j'ai dit toujours, et je le répète, le Congo a gagné le droit de se comporter comme un État voyou, vis-à-vis surtout du Rwanda, qui, depuis un certain moment, vit une sorte d'impunité au niveau international, qu'on ne sait pas dire. Et ça ne sert à rien de nous amener dans le campagne, on en a ras-le-bol. Maintenant, il faudra qu'on se décide, il faudra qu'on lève une option. S'il faut que des vies se perdent pour qu'on obtienne cette liberté,
ma foi, les grands hommes n'auront pas peur de ça. Merci. Merci Marc Gardi, Diana Serge Nseka. Je rappelle que vous êtes du journal de la ville. À qui profitent les cessez-le-feu? Vous le savez, toutes les agglomérations sous contrôle d'IAM 23, il y a des carrés miniers désormais exploités à ciel ouvert par le Rwanda de Paul Kagame. Est-ce que le Rwanda n'utilise-t-il pas également la stratégie des Mao, négocier tout en se battant, talk and fight, pour finir gagné par les armes? À qui profitent les crimes, comme diraient les OPJ? Il y a les axes, je dirais, économiques, où des conglomérats, des opérateurs internationaux et nationaux, et même sous-régionaux, qui interviennent en République démocratique du Congo sur le plan strictement économique et font des bénéfices extraordinaires. Je n'ai plus rien à vous apprendre là-dessus. Il y a l'axe politique, de gens qui soufflent le chaud et le froid, dont la situation à l'Est consolide le positionnement à l'interne, ici. Il y a aussi l'axe, je dirais, société civile, où les gens ont trouvé aussi un moyen d'exister, justement grâce à cette guerre par de publicité, de contre-publicité de ce qui se passe. Ce qui fait que, bref, cette somme d'intérêts voudrait qu'on vive une sorte de statu quo, depuis plus de 20 ans, nous allons de négociation en négociation sans une réelle évolution. Mais l'option militaire n'a jamais été abandonnée, même si par subterfuge on nous a demandé de stopper, mais pour servir les intérêts des adversaires. Alors, c'est même... Mais ce n'est pas seulement à l'adversaire de se préparer, mais le gouvernement également se prépare. Vous avez suivi les porte-parole du gouvernement. Je suis tenté... Le gouvernement, les FARDC ne doivent pas dormir s'ils les lauriers. Je suis tenté de vous reposer la question. Si c'était la République démocratique du Congo qui avait demandé aux Nations Unies cette trêve-là, on la lui aurait accordée? Pour comprendre que ce n'est pas notre avantage. Nous n'avions pas besoin de ça. La RDC, pour se préparer, n'a pas besoin de trêve. La trêve, économiser les sons. Le cooling time, là, a été sollicité pour permettre à l'adversaire d'arranger certaines choses, de procéder à certains réglages. Écoutez, il y a des gens... Qui a le monopole d'arranger certains réglages? Pourquoi pas la RDC? En face de nous, on a des gens qui sont au pouvoir depuis 30 ans, où les impositions démocratiques n'ont jamais existé. On nous a imposé des discours de la bolle vers les années 90, c'est démocratisé, vous n'avez rien avec Mitterrand et les Chirac. Mais cette affaire-là n'a jamais concerné le Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays antidémocratique, monolithique. Et ils n'ont jamais reçu l'obligation de démocratiser et d'ouvrir. Alors, c'est à nous qu'on impose tout. On nous a imposé l'ouverture des frontières pour recevoir les Interamouais qui sont entrés avec leur... On nous impose tout. On nous a imposé toutes les forces de la terre. Est-ce que la RDC était contrainte d'accepter tout également? À votre avis, la RDC, avec quelle option? Quand on vous dit ouvrez les États-Unis, on a un président malade, mourant. Situation de crise, on dit ouvrez. Vous avez parlé des partenaires traditionnels ici. Ce sont ces traditionnels-là, traditionnalistes même, qui semblent vous miroiter un bien-être au bout du tunnel, mais en réalité, on n'a jamais atteint ces niveaux de bien-être. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, s'il faut négocier dans d'autres termes. Arrêtons de vouloir être, ça je l'ai toujours dit, je ne sais pas si nos politiques nous écoutent, il faut aller dire ça sur d'autres médias pour que nous soyons pris au sérieux. Arrêtons de vouloir être politiquement corrects. C'est ce qui nous tue, parce que tous les autres là ne sont pas politiquement corrects. Vous avez posé la question tout tantôt, pourquoi on doit faire pression sur le Rwanda alors que avec le M23 qu'on se bat. Mais c'est M23 là, c'est le même mouvement qui s'est mu autant de fois. Et soutenu par qui? Aujourd'hui, vous connaissez le prix d'une balle, d'un fusil, d'un char. C'est entre 100 et 500 000 $.
Nanga peut se permettre aujourd'hui d'acheter des chars, des véhicules d'assaut, avec quel argent? Mais c'est ceux qui l'ont, ceux-là qui nous demandent aujourd'hui de prendre ces cooling time, mais qui ont le moyen de financer la guerre. Rappelez-vous que j'ai dit à l'entame de mon propos qu'il y a des intérêts économiques. C'est-à-dire que le poison provient du Congo. C'est l'argent du Congo qui détruit le Congo. Le trafic illicite, parce que quand on exploite tout et toutes les matières stratégiques qui sont inquantifiées, qui sont exploitées de nos terres. Et il faut penser que cette guerre-là puisse continuer et servir les intérêts des autres. Moi, je dis, oui, nous devons changer des termes de nos négociations, qu'on n'aille pas avec les agendas des autres. Qu'est-ce que nous voulons? Pour y arriver, il faudrait une sorte d'union sacrée nationale. Mais vous avez suivi Martin Fayulu qui a demandé le dialogue, mais boycotté par le FCC. J'ai suivi plutôt les évêques. Même ensemble également. J'ai suivi plutôt les évêques, j'ai suivi plutôt le prix Nobel qui avant lui l'ont dit, Mukwege qui l'ont dit. Nous sommes dans l'impératif aujourd'hui d'avoir un point de vue commun. Comment? Parce que pour ne pas perdre le pays. Il y a des intérêts politiques. J'ai dit, il y a des politiques ici qui existent grâce à cette guerre-là. Ça existe. Alors, si on ne se parle pas les yeux dans les yeux, on n'aura jamais de résultats. Quand on sait que le vert est dans les haricots, dans l'orange. Donc, l'initiative de la Senko, même de Fayulu et de Mukwege, vous l'appuyez, hein? Mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire, seuls ceux et d'autres qui traînent maintenant. Quel message rapidement? Seul le pécheur en eau trouble qui aimerait voir les statu quo pour les intérêts. Il faut voir ceux qui refusent. Mais au risque de perdre le pays, on sera opposant ou si le pays n'est plus là. Oui, quand vous imaginez, quand vous pensez comme ça, vous réfléchissez comme ça, vous pensez que le Congo appartient à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Je vous donne un fait. En chutant. Je vous donne un fait. On est à Kinshasa, 98, 98. Les Rwandais sont là. Les gens disent à Laurent Désiré, vous êtes entouré de Rwandais, ils n'écoutent pas. Il était obligé par la suite, par la force des choses, à comprendre qu'il était entouré de Rwandais. Et c'est la rue, c'est la population qui a fait la politique. Ici, dans ce pays. On a parlé des génocides, on a parlé de tout ce que vous voulez. À un certain moment, on a l'impression qu'on règne sur un empire, mais en réalité, les gens, il y a une force, laissez-moi terminer, oui, il y a une force tranquille qui vous regarde, qui peut exploser à un certain moment, on perd le contrôle. Ça, ce fut le cas avec la perestroïka à l'URSS, un peu partout. On doit écouter, suivre les tempos, même dans les silences, savoir interpréter les silences de la population. Merci. Ça a trop duré. Arrêtez de penser qu'il y a un groupe de gens qui ont le monopole de clairvoyance, de diplomatie, associer tous les autres, même ceux qui ne sont pas là-dedans, dégager une démarche commune et imposer ça aux autres. Merci Sergent. C'est très important. C'est cas, oui. Alors, J.R. Mokolo, journaliste indépendant, que doit faire le gouvernement congolais pour ne pas être surpris par la stratégie du Rwanda de Paul Kagame, talk and fight. Bon, ce que nous devons faire, c'est de ne pas répéter la même méthode du passé. C'est-à-dire croire que le Rwanda est de bonne foi. Depuis la guerre de l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de négociations avec le Rwanda. Et le Rwanda n'a jamais respecté en tout cas ses engagements. Parce que le Rwanda a un autre agenda. Pour le Rwanda, il faut un Congo faible pour continuer à piller ces minerais. Exploiter. Oui. Voilà. Malheureusement, voilà. Malheureusement pour nous et heureusement pour le Rwanda, nous-mêmes Congolais, nous jouons les jeux. Parce que depuis la guerre de l'AFDEL, on nous a dit... Nous les Congolais, nous a dit... Sans le savoir ou bien sciemment, selon vous? Nous avons cru qu'on nous libérait de la dictature de Mobutu. Après, l'AFDEL s'est mué en RCD, il y a eu d'autres rébellions aussi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons les 23 versions, nouvelle version, plus l'AFC de Corneille Nangaa. Tout ça, ce sont des Congolais qui pratiquement là, qui sont en train de congoliser une agression. Une guerre qui est considérée, qui est réellement une agression
mais par la faute de nous Congolais. L'AFDEL a été mis au PPRD, ce n'était plus au RCD. Bon, je ne sais pas... Non, quand je parle de l'AFDEL, un mouvement armé, quoi, soutenu par l'étranger. À ce que je sache, le PPRD n'est pas un mouvement armé soutenu par l'étranger. Donc, nous ne devons pas en tout cas continuer à faire confiance au Rwanda. Le Rwanda n'entend que le langage des armes depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous avons l'obligation d'établir un rapport de force sur le plan militaire. Parce que si, sur le terrain militaire, vous n'arrivez pas à faire le poids, je ne vois pas qu'est-ce que vous pouvez obtenir du Rwanda sur le plan, sur la table de négociation. Donc notre faiblesse, c'est sur le plan militaire. Donc nous devons nous renforcer sur le plan militaire. Mais il y avait plus de 60 000 hommes qui étaient déjà dans des centres de formation. Où est-ce qu'on en est? Et puis vous savez, le véritable FDLR pour Kagame, c'est le coltan, cassitérite, pyrochlore et autres. Bon, le FDLR là, c'est en fait un prétexte que le Rwanda utilise pour continuer à faire sa guerre contre les Congos. Ce sont des minerais, les véritables FDLR pour le Rwanda. Parce que ça fait 30 ans qu'on nous parle des FDLR. Mais les gens qui avaient 15 ans, 20 ans, 25 ans, il y a 30 ans, ils ont quel âge aujourd'hui? Ce sont des gens qui sont fatigués. Donc c'est juste un prétexte. C'est nous-mêmes aussi. Ils ont l'âge de Kagame. Voilà, ils ne sont pas des combattants qui peuvent en tout cas menacer le Rwanda, puisque le Rwanda n'est pas de bonne foi. Parce que Kagame estime qu'il doit continuer en tout cas à faire couler le sang des Congolais. Parce que nous estimons qu'il y a des forces internationales, des grandes puissances qui sont derrière le Rwanda. Qu'est-ce qui nous empêche à nous, Congolais aussi, de pouvoir basculer vers d'autres puissances qui peuvent nous aider à pouvoir nous défaire de cette emprise rwandaise? Parce que moi, je considère que le fait, par exemple, de faire confiance aux forces étrangères, aux puissances dont nous savons qu'ils sont en tout cas les grands soutiens du Rwanda, c'est comme si nous allions chez les sorciers qui nous ensorcellent pour pouvoir en tout cas nous guérir. Les sorciers qui vous ensorcellent, mais quand vous allez auprès de lui ou auprès de celui qui est l'allié de ces sorciers-là, il va vous dribbler. Mais il va continuer à vous envoûter. Donc le courage qui nous manque, c'est celui de pouvoir changer de partenaire sur le plan stratégique. Mais vous avez parlé d'une chose, oui, excusez-moi de vous couper la parole, il faut qu'on négocie autrement, il faut qu'on mène la diplomatie autrement, concrètement, comme l'émission a un caractère pédagogique aux milliers de personnes qui nous suivent et qui nous écoutent à travers le monde. Bon, parce que le Rwanda pèse dans les négociations, parce que le Rwanda nous fait la guerre, le Rwanda aujourd'hui... Donc la RDC ne pèse pas, c'est nouveau. Comment un grand pays ne doit pas peser? Non, parce que sur le plan militaire, nous n'arrivons pas à opposer un rapport de force au Rwanda qui puisse faire réfléchir le Rwanda 2 fois avant de pouvoir mener d'autres attaques. Donc nous devons disposer d'une armée dissuasive. Une armée dissuasive est faite pour faire en sorte que celui qui veut vous attaquer réfléchisse 2 fois avant de le faire. C'est aujourd'hui par exemple comme la Russie. La Russie ne peut pas directement attaquer les États-Unis. Même les États-Unis ne peuvent pas aussi directement attaquer la Russie parce qu'ils savent que si j'attaque, j'aurai du répondant. Donc si le Rwanda continue à nous narguer, parce que le Rwanda constate que sur le terrain, apparemment nous-mêmes, nous ne représentons pas une force à même de faire peur au Rwanda ou d'empêcher au Rwanda de pouvoir continuer sa guerre contre nous. Et un autre handicap, je l'ai dit, c'est le fait que nous-mêmes Congolais, nous sommes impliqués aux côtés des agresseurs pour faire du mal. Faisons les béquilles. Hein. Ouais. Voilà. Est-ce que ce sont des frustrations qui font que les Nanga, et hier nous avions aussi d'autres... Mais ils sont déjà condamnés à mort. Voilà. Oui. Bon, je ne sais pas si le fait de condamner à mort des gens qui ne sont pas sur terrain ici, ça peut changer. Ils sont sur le territoire congolais, oui. Bon, ils sont sur un territoire que le gouvernement congolais ne contrôle pas. Donc moi je pense que ça n'a rien à voir avec ce que moi je propose. Ce que je propose, ce que beaucoup de gens proposent, c'est que nous devons en tout cas bâtir une armée solide et dissuasive. Et nous faire en sorte que... Le gouvernement avait consacré les milliards par an avec la loi portant programmation militaire. Et puis pour vous paraphraser, donc la RDC pourra se faire respecter les jours où vous attaquez un centimètre ou bien vous entrez à RDC, vous attaquez la RDC, 48 heures après, il faut qu'on soit à Kampala. Mais cela a été possible sous le maréchal, par exemple. On n'était pas aussi facilement attaqué par les voisins. Et si, par exemple, vous soutenez un mouvement rebelle contre le Congo, nous aussi nous soutenons un mouvement rebelle qui combat dans les territoires de l'ennemi.
Par exemple, Savimbi était soutenu aussi par les Zaïre de Mobutu, et Savimbi était basé en Angola. La guerre de Savimbi ne se faisait pas au Congo. Mais la difficulté, avec les Nalo à l'époque de faire le maréchal, ici, dans les années 80. La guerre s'est faite seulement sur le territoire congolais. Nous n'avons jamais réussi à porter la guerre sur le territoire de notre agresseur. On a vu, il y a quelques heures, un milicien Ouazalendo qui a essayé de s'en prendre aux soldats rwandais. Oui, ça a fait peur hein, au niveau du Rwanda. Oui, ils ont eu peur. Hein, oui. Bon, ça c'est une action isolée d'un milicien. Oui. Mais si nous arrivons discrètement, pendant qu'il y a trêve, pendant que les Rwandais savent que nous sommes faibles, or nous nous renforçons. Mais on n'est pas fort pour toujours, et puis on n'est pas faible pour toujours non plus. Tout à fait, on n'est pas fort éternellement, on n'est pas aussi faible éternellement. Mais nous devons en tout cas lever l'option, même discrètement, de pouvoir prendre langue à ceux qui vraiment peuvent nous aider à pouvoir nous défaire de l'emprise rwandaise et qui est soutenue par des grandes puissances que nous tous nous Merci, on va parler économie. Hein. Marc Gardi Diana, le gouvernement congolais a interdit l'entrée sur ce sol, même la commercialisation, importation des 8 marques de farine de maïs déclarées propres à la consommation, à la provenance de la Zambie. Et du coup, pour des raisons de prévention, le gouvernement congolais a renforcé le contrôle à travers l'Office congolais de contrôle, à lancer le prélèvement des échantillons au niveau des marchés et entrepôts dans l'espace Grand Katanga et Grand Kasaï. Mais un petit quoi que la Zambie n'avait pas alerté son voisin, la République démocratique du Congo, en amont. Je pense que c'est ça le palier à prendre de produits qui ne peuvent pas être consommés ailleurs, de besoin de marché, qu'on peut commercialiser chez nous. Heureusement, le ministre du Commerce extérieur, qu'on avait évoqué depuis toujours, c'est une réalité depuis un certain moment. Là où je suis intéressé, c'est quand on dit on a renforcé le contrôle, le prélèvement des échantillons. Vous savez, c'est pas sérieux. Quand on parle de la commercialisation de produits agroalimentaires à la consommation, je crois que le contrôle s'est fait par prélèvement d'échantillons. Si on veut le faire maintenant, ça veut dire qu'on ne le faisait pas avant. Mais en fait, cette autorisation, cette certification de produits à la consommation, le CC le faisait par quelle méthode, par quel moyen? Par la traversée. Vous savez, je suis tenté de dire que on a levé une belle option de pouvoir certifier et contrôler les stocks des différents importateurs de produits agroalimentaires, mais le préalable serait de pouvoir... Mais au niveau des frontières, jusqu'à-là, selon les services du ministère du Commerce extérieur, officiellement, rien n'est encore sur le sol congolais, mais avec le phénomène Bilanga, le gouvernement doit se rassurer. Outre la voie officielle, il y a aussi beaucoup d'autres voies non officielles. Non, le problème à ce niveau-là, vous avez parlé du phénomène Bilanga, je ne sais pas comprendre l'orientation que vous avez donnée à cette question-là. On parle du contrôle des produits importés. À ce niveau-là, le contrôle s'est fait par prélèvement d'échantillons. C'est ça le contrôle, en fait, pour établir une certification sur la capacité de consommation. Là, c'est au niveau de la voie officielle. Non, mais c'est ce que je dis, c'est au niveau de la voie officielle. Bon, avec des frontières poreuses au niveau des Kasumba. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est là où je dis... Et ce qui passe à travers des vélos. Non, c'est ça le problème. Est-ce qu'une marchandise qui passe à travers les vélos ne peut pas être soumise au contrôle? C'est ça la grande question. Le vélo, c'est pour échapper à une dimension parafiscale. Ça veut dire que quand je mets sur vélo, on peut se dire, bon, écoute, c'est des produits venus de l'extérieur pour une commercialisation à minima, ou pour des raisons de consommation, pour échapper au fisc et autres. Mais en réalité, le contrôle devait être de mise. Vous parlez de frontières poreuses, mais les mêmes frontières continuent à prélever de l'argent. On prélève sur base de quoi? On prélève sans contrôler. C'est ça le caractère, c'est le manque de sérieux dont je parle ici. Et je pense également qu'au-delà de toutes les mesures, et je comprends pourquoi la Première ministre ne veut pas jusque-là signer le décret sur la suppression de droits et des taxes et sur la réduction de certains actes de droit. Parce que, déjà pour elle, qui s'est donné les défis de mobiliser plus de 18 milliards par an, vouloir aller dans ce sens-là, c'est réduire la capacité budgétaire de l'État, c'est réduire la trésorerie. Mais au-delà de ça, la possibilité n'est pas récolter les résultats. Tenez, je vous donne un exemple. En 2021, si j'ai bonne mémoire, Samaloukonde a pris la décision pour ces produits-là de consommation
des premières nécessités, d'annuler la TVA. Mais moi et toi, on continue à payer la TVA sans que cela ne soit reversé dans le trésor public. Ça veut dire qu'on a donné une plus-value aux commerçants. Juste après, le chef coutumier, Jean-Lucien Boussa, au commerce extérieur, ils ont pris la décision de supprimer 14 taxes pour le produit de consommation, pour zéro impact sur le coût du produit. Et je crois que, et pendant que ça se faisait, elle, la première ministre, était au plan. Je pense qu'aujourd'hui, il y a cette question-là de l'efficacité de l'action parce qu'on ne peut intervenir à ces niveaux-là dès lors qu'on a un contrôle suffisant du marché. Et, permets-moi, je veux le dire, c'est vrai que je n'ai pas l'intérêt, mais ça commence à sonner comme si c'est aussi une mesure pour pouvoir sauver certains opérateurs économiques. Parce que, tenez, aujourd'hui, quand on supprime le taxe, les multinationales intègrent la dimension du bilatéralisme entre les États. Ces gens-là jouissent de certains privilèges régime. Mais les opérateurs locaux, c'est eux qui se plaignent généralement de cette asphyxie au niveau de la taxe et de la fiscalité. C'est-à-dire, si on le veut, on le fait aujourd'hui, je pense que les premiers qui en bénéficieront, c'est eux. Mais quelle garantie de contrôle du marché des stocks pour pouvoir réduire le prix de revient? Vous ne pouvez pas le prendre à la légère. Ça peut être un retour sur investissement. On veut recréer un marché propice pour favoriser les affaires d'un ami. Et ça, il faut qu'on le dise pour que ça s'arrête. C'est un conflit d'intérêts. On va vouloir contrôler, certifier le stock des importateurs, où certains peuvent encore pratiquer du dumping, d'autres peuvent encore pratiquer de la transbordation de marchandises. Ça veut dire que si on ne sait pas contrôler le marché, ça ne sert à rien parce que le contexte du marché risque d'annuler les efforts consentis par l'État congolais pour pouvoir avoir les résultats escomptés. Donc, ces éléments sont des indicateurs pour nous dire qu'il y a de préalables à faire avant d'aller dans ce genre de mesures d'exonération, en termes de taxes ou parafiscalité. Il y a encore des mesures à prendre. Il faut avoir le contrôle du marché. Et si on a le contrôle du marché, même la question de la productivité interne peut être couverte et résolue par ça. Mais les gouvernements et c'est ça justement la l'agriculture pour éviter la crise de maïs dans les espaces Grand Katanga et Grand Rassaï. On a voulu défiscaliser pour favoriser la culture de maïs. Mais pendant qu'on prend ces décisions en attendant les mesures d'application, les mêmes maïs arrivent dans des contextes différents. On importe des produits impropres à la consommation. C'est ça la réalité des choses. Il faut commencer par avoir le contrôle du marché. Il faut déjà à ce niveau que l'État congolais ait une certaine mainmise sur une bonne initiative pour inciter les opérateurs économiques aussi d'émigrer vers l'agriculture. C'est ce que je dis. Avec des facilités, bien sûr. Ce sont des bonnes mesures, mais comme ce qu'il y a de préalable. Par exemple, je vais vous citer un exemple. Rapidement, quand vous parlez du Grand Katanga, pendant la pénurie de la farine de bleu, il y a de Congolais que je connais qui ont monté une usine comment on appelle la farine panifiable, la farine de manioc, qu'on pouvait utiliser pour la farine. Le chef de l'État allait faire la déclaration en dehors du pays, mais qu'il fallait concrétiser ici. Ces gens-là sont arrivés à Kinshasa, devraient bénéficier de maigres moyens. 2000 $, c'est rien, de la part du FOGEC. L'IGF s'est mêlé jusqu'à aujourd'hui. Malgré la validation des projets, ces gens n'ont jamais touché de l'argent. L'usine est presque au bord de la faillite. Aujourd'hui, vous revenez pour dire on veut soutenir la production locale, mais ma foi, il y en a là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir? Allez voir à Kipushi, les entrepôts des SIAC sont là. Des gens qui pouvaient rendre utile, c'est-à-dire qui pouvaient rendre pratique les discours du chef de l'État à l'extérieur. Donc, c'est pour vous dire que, au-delà de la bonne volonté, en matière d'économie, ça ne ment pas. L'économie n'est pas la politique. On peut venir avec des spéculations, avec de la dialectique. En économie, c'est des faits. C'est les 1 plus 2, vous avez les résultats. À ce niveau, au-delà de la déclaration, les initiatives sont bonnes, mais il y a des préalables. Il faut qu'on arrive à résoudre le problème de nos frontières qui, jusqu'à preuve du contraire, sont poreuses, mais aussi le contrôle sur les opérateurs économiques. Quand je dis contrôle, je ne parle pas du dictat, mais établir un climat sain, des dialogues et des discussions. On a proposé au chef de l'État qui a mis en place la cellule climat des affaires chez lui, qui ne fout rien. Merci. Créer un cadre partenariat public-privé qui vous permet, vous, en tant que chef de l'État, via ces institutions, d'engager une discussion réelle avec le secteur privé et d'en avoir le contrôle.
Ils n'en font rien. Merci Marc Gardi et Diana, Serge Nsekas. Certains opérateurs économiques, on devait dire, verraient commencer à partir de la Zambie d'échanger les emballages de cette farine de maïs qui est déclarée propre à la consommation. Plus de 50 chiens sont morts même au niveau de la Zambie. Chez l'homme, ça provoque du cancer. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans pour s'en rendre compte. Et puis, la FEC a été reçue par le ministre du Commerce extérieur pour le président de la FEC et le gouvernement. On ne peut pas sacrifier la vie des personnes et des animaux et des végétaux à cause des business. Et là, les sanctions pourront tomber à toute personne qui pourra être attrapée avec cette farine de maïs qui est déclarée impropre à la consommation. C'est pourquoi on a renforcé le contrôle en mettant en contribution les laboratoires. Des bonnes guerres, je vais choquer les gens, mais je dis c'est des bonnes guerres. Nous sommes sur un terrain des opérations, pas militaires mais commerciales, où tout le monde la guerre économique. Voudrait gagner, on l'a dit aujourd'hui. Mais moi je me pose la question, à quel moment le gouvernement national a constaté qu'il y avait des farines avariées, des farines malpropres à la consommation? Au moment où on constatait cela, n'est-ce pas que cette farine était déjà sur le terrain? Le gouvernement... Arrêtez. Serge, je ne t'ai pas posé la question. Non, écoutez, pour l'émission pédagogique, écoutez-moi un peu. Je ne t'ai pas posé la question. Oui, on nous suit quand même. Oui, on nous suit. Selon le ministère du Commerce extérieur, officiellement, le maïs n'est pas encore entré. Ce que fait le gouvernement, c'est alerter après s'être entretenu avec le gouvernement zambien. Je peux continuer. Oui, continuez. Vous savez, parce que vous connaissez, n'avez pas alerté le gouvernement congolais. Gouvernement zambien n'avait pas. Le gouvernement congolais qui est allé vers le gouvernement zambien. Tout à fait, parce que je suppose que ça a été constaté sur le marché, les conséquences sont vraies. Moi, je ne parle pas en politique. Je ne mets pas des gants, je suis désolé, le ministre fait son travail, mais je crois que là, il y a une faillite dans la politique de contrôle. Déjà, entre la Zambie et nous, au niveau du Kasumbalé, il y a des produits qu'on ne sait pas contrôler. Quand on fait les transbordages là, quand les gens entrent avec des brouettes, des vélos et autres, qui contrôle? Ce sont le même peuple qui ont le même visage, les mêmes noms. Les cousins, et là, les frères sont de ce côté-ci. Mais, comme vous savez très bien que la fraude a élu domicile dans ces coins-là, c'est-à-dire qu'on pouvait transborder, et même de manière illicite, informelle, cette farine s'était déjà retrouvée ici. Alors, je rentre en arrière. Oui. Vital Kamerhe, ministre de l'économie, pendant la crise de maïs, avait promis non seulement d'importer une quantité suffisante, mais d'allouer un fonds pour soutenir la production locale. Oui. La production locale. Plus d'une année après, où est-ce que nous en sommes? Le maïs prend combien de temps pour pousser, pour mûrir? Nous prêtons le flanc nous-mêmes à ces gens d'aventure. Ces gens savent qu'ils peuvent venir chez nous parce que nous ne faisons rien. Que de promesses, que des faits d'annonce. Mais ils détruisent aussi chez eux à Zambie. S'il te plaît. Ces gens-là savent qu'au-delà des promesses, au-delà des discours pompeux, protocolaires, il n'y a rien qui s'est fait. Si en réalité on avait produit, pas seulement à Lubumbashi, un peu partout dans le pays, je pense qu'on ne serait pas victime parce que l'offre serait à la hauteur du besoin. C'est-à-dire, au-delà même de contrôle, je dis que nous sommes sur le terrain des opérations. On devrait prévoir, pas gérer les conséquences des gens qui nous prennent pour... aidez-moi à trouver les mots corrects. Allez-y, l'émission est pédagogique. Donc, c'est ça. Nous-mêmes, nous ne sommes pas à la hauteur de nos ambitions. Et puis, je voudrais ajouter en disant que, pour être grand, l'Union soviétique est dans la course aux armements contre les États-Unis. L'Union soviétique a perdu tout simplement parce qu'elle avait oublié de nourrir les soviétiques, son peuple. Le gros de moyens était orienté vers... la production, la course à l'armement, et pendant que de l'autre côté, à l'ouest des États-Unis, la priorité c'était les gens manger. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas penser gagner la guerre
sur terrain, à être autonome, à être souverain. Mais le gouvernement avait défiscalisé l'agriculture, comme la question que je posais à Magali Diana. Ce n'est pas l'une des solutions. Arrêtons cette affaire-là, défiscaliser l'agriculture, mais au profit de qui? On a enlevé la TVA ici. Celui qui supporte à la fin la TVA, c'est le consommateur final. C'est nous la population. Quand on défiscalise, on enlève des taxes, mais qui figure sur nos factures là, nous continuons à payer. On n'a pas ressenti ça sur le prix, sur le panier de la ménagère. C'est-à-dire, prendre des dispositions, prendre des mesures, c'est bien, mais l'application. Moi, j'allais terminer par un fait qui se passe ici à Kinshasa. Oui. Nous avons intérêt aussi à protéger l'image du pays. Hein. Ce que nous disons ici, nous ne le disons pas pour détruire le gouvernement. Nous tirons la sonnette d'alarme et on prie pour que nos autorités... On n'est pas là pour plaire au gouvernement. Nous écoute. Le gouvernement a donné un fonds de 21 millions, vous connaissez la situation de l'ONATRA, tout est à l'arrêt. Rapidement. Et puis, des gens qui sont passés... Je menais une enquête personnelle là-dessus en disant que 30 millions avaient été versés à l'ONATRA pour soutenir les pensionnés. Non, le président de la République a fait la promesse de relancer l'ONATRA. Et dans ces soucis, dans cet esprit, le gouvernement souminois a voulait verser 30 millions, mais avec les contraintes de la FMI, on l'a réduit à 21 millions plus le 8 millions, assorti d'un 8 millions de garanties bancaires. L'argent devait être retiré auprès des Equity Bank. Je cite la banque parce que j'ai la documentation. Rapidement. J'y vais vite. Et la dette devait être supportée par le gouvernement. Et non pas pour payer les retraités, mais pour essayer de relancer les chemins de fer, pour essayer de relancer ça et là. Il y a le port pluvial qui a été mis en gestion partenariat public-privé, et puis des maisons qui sont reconstruites. J'aimerais que, surtout nous de la presse, en matière de l'économie, nous puissions chercher à avoir l'information. Sinon, nous allons tuer ces pays nous-mêmes de l'intérieur. À l'extérieur, on attend à ramasser nos faiblesses, parce que nous faisons le travail des SAP nous-mêmes. Donc, avant de tirer sur les gens, on ferait mieux de voir exactement, parce qu'on peut retracer cet argent, 21 millions, et c'est pourquoi ça va servir. Là, c'est le problème, le travail que nous devons faire ensemble. Mais l'argent a été décaissé, c'est 21 millions, assorti de 8 millions En présence du ministre des Finances, il s'est de payer d'abord 2 mois. Merci Serge, c'est quand même pour ce travail d'investigation. On va terminer avec ce problème de maïs. Alors le problème de fraude transfrontalière, ce qu'on appelle Bilanga au niveau de Kasumbalesa, entretenu par les militants de certains partis politiques. Comment y mettre fin? Que doit faire le ministre également de l'Intérieur? Parce que l'action du gouvernement et les communes, et par rapport à l'alerte du gouvernement pour protéger les vies des Congolaises et Congolais, même des expatriés qui sont dans les pays, pour que cette farine ne puisse pas entrer à... Les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, les problèmes sont au niveau de l'OCC. Au-delà de ces questions de maïs dont on a découvert qu'ils étaient impropres à la consommation, nous consommons énormément de produits ici qui sont impropres à la consommation. Tout simplement parce que l'OCC ne fait pas correctement son travail. Beaucoup de gens nous alertent sur les réseaux sociaux, par exemple, sur des jus que nous vivons ici. On dit non, c'est plein de colorants, plein d'édulcorants, tout ça, et que demain, là, après-demain, les gens meurent de cancer, les gens meurent des AVC à cause des produits que nous consommons ici. Donc, qu'on ait découvert les farines impropres à la consommation en Zambie, ça ne nous étonne pas, parce que nous en consommons énormément ici, nous souffrons, nous sommes malades à cause du fait que l'OCC ne fait pas correctement. Mais là où l'OCC n'est pas présent, par exemple au niveau des frontières, là où l'OCC n'est pas là. Non, mais il y a Bivac, Bivac est partenaire, je crois. Mais Bivac, c'est... Non, Bivac, mais au niveau du commerce transfrontalier, ça pose pas de problème. C'est au gouvernement de bien aussi sécuriser toutes ces frontières. Est-ce que, par exemple, avant qu'un importateur puisse payer la commande, est-ce que cet importateur-là ne s'assure pas que les produits que je commande pour ramener au Congo est propre à la consommation? Je vais vous donner un exemple de terre à terre. Est-ce que le travail ne doit pas être fait à ce niveau-là? Oui, JR, partout à Kassindi ou bien même au niveau de Kasumbalesa, avec les commerces transfrontaliers,
il y a les bas peuples, comme l'a dit, il y a les cousins, cousines, qui passent même outre les chemins appropriés. Alors là, c'est au gouvernement aussi de sécuriser, outre là où il y a la DGDA, la DGM, il y a d'autres pistes là où les marchandises passent. Mais rien que par l'ouffe, par exemple. Oui, bon, même. On nous amène aussi des produits impropres à la consommation et pourtant il y a tous les services de l'État qui sont là-bas. Le problème, c'est lequel? C'est la cupidité des agents de l'État. Les Congolais... Et la complicité également avec certains agents. Les Congolais estiment que l'enfer, ce sont les autres. Pourvu que moi j'ai des millions, même si on doit faire entrer des produits impropres à la consommation qui vont tuer énormément de Congolais. Et comment les militants des partis politiques peuvent saper même les efforts du gouvernement? Est-ce qu'ils sont plus forts qu'un gouvernement? Est-ce que ça se faisait même avant l'alternance au sommet de l'État? Cette pratique-là des membres d'un parti politique. Ça veut dire qu'à un certain moment, quand nous avions fait cette alternance au sommet de l'État, nous avons été complaisants vis-à-vis d'une catégorie de Congolais. Et l'État qui a le monopole de violence, oui. Voilà. Pourquoi ne pas l'appliquer à Kassouma? L'État est devenu complaisant vis-à-vis d'une catégorie de personnes. C'est ça aussi le désordre que nous vivons ici. Est-ce que vous savez que même ici à Kinshasa, il y a certaines catégories de Congolais qui se sont érigés en service de l'État, qui perçoivent de l'argent dans des parkings. Donc, qui arrêtent certains policiers également. Voilà. Donc, le grand problème, c'est celui-là. Donc, les services de l'État, dont l'OCC, devraient avoir, je crois, des partenaires, être en partenariat avec d'autres services qui font le même travail que lui dans des pays où nous importons des biens de consommation. Pour que le travail soit fait à ce niveau-là, on transmet à l'OCC les rapports d'expertise pour qu'on s'assure que les lots qu'on est en train d'amener au Congo, ces lots-là, est vraiment propre à la consommation et que ce n'est pas du poison. Merci Gilles, dans 30 secondes. Que doit faire également le ministère de l'Intérieur? Bon, le ministère de l'Intérieur, même de la Défense également. Bon, il faut sécuriser nos frontières, même si nous avons, nos frontières en tout cas sont poreuses, parce qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle. Vous avez la Chine par exemple, qui a un territoire beaucoup plus vaste que nous, les États-Unis d'Amérique et la Russie. Ils arrivent à sécuriser leur territoire. Mais pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à sécuriser? On peut avoir même des agents qui travaillent dans nos frontières, mais comme je l'ai dit, les Congolais sont cupides. Chacun travaille pour ses intérêts personnels. Cette émission du J-Presse qui recevait Marguerite Diana de l'FT. Merci Mike, Sergent Seka du Journal de la Ville. Merci Jean-Romance Mokolo, journaliste indépendant. Merci. Retrouvez cette émission en rediffusion dimanche à 16h à 18h40, voulais-je dire, mais également samedi et dimanche sur Digital Congo sur le 6.5. Nous disons également merci à tous les amis qui nous aident à préparer cette émission, dont notre confrère du journal Les Coulisses, Nikel Skibelbel et les autres. Je vous dis merci. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir de vous présenter cette très belle émission. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.